Le réveil sonne. Il est 6 heures du matin. Le moment fatidique. Ouais, exactement. Dans l'obscurité de la chambre, le sol a l'air glacial, la couette est incroyablement chaude. Et à cet instant ultra précis, il y a une espèce de négociation silencieuse qui s'engage dans notre tête. Ah oui, la fameuse. C'est un moment qu'on connaît tous, quoi. Ce petit débat mental où on essaye de se convaincre que, franchement, on a bien mérité 10 minutes de sommeil en plus. Mais ce qui est fascinant avec ce moment précis, c'est que ça dépasse largement le simple fait de dormir un peu plus. Ce bref instant de négociation, en fait, c'est en réalité le tout premier carrefour de la journée. Le tout premier choix. C'est ça. C'est un choix fondamental, presque. Philosophique, tu vois. Est-ce qu'on commence la journée en résistant à ce qu'on avait prévu de faire ou est-ce qu'on décide d'embrasser la réalité immédiatement ? C'est une excellente façon de voir les choses. Et c'est exactement la question qui nous anime aujourd'hui. On plonge dans l'univers d'un livre qui a fait énormément de bruit, Miracle Morning de Hal Elrod. Un énorme best-seller, ouais. Voilà. Mais on va l'aborder avec une perspective particulière, parce qu'on s'appuie aussi sur les analyses cliniques du psychiatre Éric Charles. L'idée, c'est de décortiquer ce lien surprenant, presque troublant même, entre la façon dont on gère ce fameux réveil de 6 heures du mat et notre niveau global de réussite. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou même émotionnel. Exactement. Parce que l'enjeu central ici, c'est d'essayer de comprendre une statistique informelle, mais super puissante que l'auteur met en avant. Pourquoi une écrasante majorité de gens, ce qu'il appelle le club des 95%, se retrouvent piégés dans une forme de médiocrité. Le mot est fort, hein, quand même. Très fort, oui. Mais il veut dire par là une vie qui ne correspond pas à leurs aspirations réelles. Et surtout, il s'allie d'examiner par quels mécanismes psychologiques et physiologiques une routine matinale extrêmement ciblée peut inverser cette tendance. Franchement, j'avoue que quand on lit la promesse de base, genre transformer n'importe quel aspect de sa vie avant 8 heures du matin, ça a un côté un peu magique. Un peu vendeur de rêve, c'est vrai. Grave. Ça fait slogan de développement personnel un peu survendu, quoi. On a tout de suite envie d'être sceptique. Mais en creusant les mécanismes, on se rend vite compte qu'on est très loin de la simple petite astuce de productivité pour rayer des tâches sur une to-do list. Ah bah complètement. On est même plutôt dans le domaine de la reprogrammation neurologique. D'ailleurs, l'analyse du psychiatre Éric Charles apporte un éclairage clinique hyper intéressant là-dessus. Ouais, il déconstruit le mythe. Voilà, il fait le pont entre ces routines matinales et des concepts vraiment robustes issus des thérapies systémiques ou des thérapies brèves. Il ne s'agit pas du tout de pensée magique. L'objectif, c'est de créer de nouveaux circuits comportementaux au moment où le cerveau est le plus malléable. Donc juste après la phase de sommeil. Exactement, le moment où tu te réveilles. Et pour vraiment saisir l'urgence de cette méthode, de ce besoin de se réveiller au sens propre comme au figuré, faut se pencher sur l'histoire de Hal Elrod lui-même. Parce que c'est pas banal du tout. Ah non, pas du tout. C'est pas juste un consultant qui s'est levé un matin avec une bonne idée de marketing, tu vois. L'origine de sa philosophie, c'est un événement d'une violence inouïe. Son accident. Ouais. À 20 ans, il rentre chez lui en voiture. Il est au volant d'une Mustang. Il vient de faire un discours brillant pour son boulot. Il est sur un petit nuage. Sa vie est parfaite. Et là... Jusqu'à ce qu'un pick-up conduit par un chauffard ivre le percute de plein fouet et à 110 km/h. C'est fou. Les détails de l'accident, franchement, ils font froid dans le dos. Il explique que sous la violence du choc, son cerveau qui avançait encore à 110 km/h par inertie dans son crâne a été violemment projeté contre sa propre boîte crânienne. Les dégâts étaient catastrophiques. Son corps a été littéralement broyé, le fémur brisé en deux, le bassin en miettes, des fractures crâniennes sévères. Enfin, il a même fait un arrêt cardiaque sur place avant de plonger dans un coma de 6 jours. Ouais, un niveau de destruction physique inimaginable. Mais ce qui nous intéresse dans le cadre de cette discussion, c'est la façon dont il utilise ce traumatisme extrême comme un vrai levier de démonstration psychologique. Comment ça ? Son raisonnement est implacable. Il dit que si un être humain peut rebondir, réapprendre à marcher, se reconstruire mentalement et atteindre un niveau de succès inespéré après avoir été détruit à ce point-là, alors, nos petits soucis du quotidien ? voilà, les obstacles de notre quotidien prennent une dimension totalement différente. On relativise énormément. En gros, on n'a plus d'excuses. Mais bon, ça soulève quand même une vraie interrogation. Laquelle ? On a l'impression d'être dans un scénario de film hollywoodien, tu vois. Le héros doit frôler la mort pour enfin avoir une révélation transcendante sur la beauté de la vie. Le fameux électrochoc. C'est ça, hein. Mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par un drame d'une telle ampleur, de frôler la mort pour réaliser que le temps nous échappe et qu'il faut se réveiller mentalement ?
C'est une observation super importante. Et la réponse de l'auteur est heureusement non. Ouf, ça rassure. Ouais. En fait, tout l'enjeu du livre est de servir d'électrochoc de substitution. L'objectif est d'induire cette même prise de conscience fulgurante, mais par la réflexion plutôt que par un vrai traumatisme physique. Ok, je vois. Et le pivot central de cette prise de conscience, c'est la distinction fondamentale qu'il fait entre la notion de faute et la notion de responsabilité. Ah oui, c'est un passage hyper marquant. Parce que bon, la faute, elle incombe clairement au chauffard-ivre. Personne ne peut dire le contraire. Le chauffeur était fautif, la situation était profondément injuste, on est d'accord. Mais Hal Elrod a décidé que, bien qu'il ne soit pas du tout responsable de l'accident, il avait l'entière responsabilité de la suite de sa vie. Waouh! C'est un concept psychologique majeur, refuser la posture de victime. Tant qu'on blâme un élément extérieur, que ce soit l'économie, notre éducation, notre boss ou même un accident tragique, on cède à cet élément notre pouvoir de changer les choses. Ouais, on lui donne les clés, quoi. Exactement. Accepter une responsabilité totale, c'est récupérer le contrôle exclusif de sa propre existence. C'est une posture mentale hyper puissante. Mais alors, je me fais un peu l'avocat du diable. Si cet électrochoc intellectuel est à la portée de tous, si on peut tous théoriquement reprendre le pouvoir juste en décidant, comment expliquer que 95% des gens n'y arrivent pas? Bonne question. Pourquoi cette espèce de stagnation généralisée? Et c'est là que l'auteur avance l'explication du biais cognitif qu'il appelle le syndrome du rétroviseur. C'est assez effrayant d'ailleurs. Oui, le fameux syndrome du rétroviseur. Pour bien le comprendre, faut regarder comment fonctionne notre cerveau au quotidien. Faut savoir qu'un être humain génère en moyenne entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. C'est énorme. C'est énorme. Le problème, c'est que notre cerveau est un organe qui cherche constamment à économiser d'énergie. C'est sa nature. Du coup, 95% de ses pensées sont de simples répétitions des pensées de la veille et de l'avant-veille. C'est vertigineux quand on y pense. Ça veut dire qu'on aborde chaque nouvelle journée, chaque nouvelle opportunité, en la filtrant à travers le prisme de nos limites ou de nos échecs passés. On recycle nos angoisses, en gros. C'est ça. En fait, pour reprendre l'image, c'est un peu comme essayer de rouler à 130 sur l'autoroute en fixant uniquement son rétroviseur. C'est le meilleur moyen d'avoir un accident, hein. Bah évidemment, on regarde ce qu'on vient de dépasser au lieu de regarder la route devant soi, et évidemment qu'on finit dans le décor ou qu'on n'ose même plus accélérer du tout. Mais comment on fait pour concrètement détacher les yeux de ce rétroviseur cognitif? Le mécanisme à déconstruire ici, c'est notre tendance naturelle à isoler nos actions. Le cerveau nous trompe en permanence en nous faisant croire qu'un petit renoncement quotidien n'a pas d'impact global. Genre quoi? Reprenons l'exemple du réveil, c'est le plus parlant. Quand on décide de repousser l'alarme, le fameux snooze, on se dit genre, allez, c'est juste pour aujourd'hui, j'ai mal dormi, ça porte pas à conséquence. Juste 10 petites minutes. Voilà. Mais la réalité neurologique est toute autre. Chaque fois qu'on cède à cette facilité, on ne perd pas seulement 10 minutes de sommeil, Qu'est-ce qu'on perd d'autre? on est en train de renforcer l'identité d'une personne qui ne tient pas les promesses qu'elle se fait à elle-même. Ah, ça pique. Donc chaque petite action est en fait un vote pour le type de personne qu'on est en train de devenir. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut intégrer l'idée viscérale que le passé n'est pas égal à l'avenir. Le seul moment où l'on a le pouvoir de forger une nouvelle identité, c'est dans l'action présente. Pas demain, pas hier. Non. Arrêter de valider ses choix d'aujourd'hui par ses comportements d'hier, ça demande un effort conscient. Parce que, je le rappelle, ça va à l'encontre de notre programmation par défaut qui adore la familiarité. Même quand cette familiarité, c'est la médiocrité. Et ce face-à-face avec nous-mêmes nous ramène directement au lit, au moment précis où la sonnerie retentit. Le champ de bataille. C'est le terrain de jeu de ce qu'il appelle le niveau de motivation au réveil, le NMR. L'auteur explique qu'à 6 heures du mat, pour la majorité d'entre nous, ce NMR, il est au ras des pâquerettes. Genre à 1 ou 2 sur 10, grand max. C'est ça. Et pour le faire grimper artificiellement, il propose une routine express de 5 minutes. Et c'est là, se brosser les dents, boire un grand verre d'eau et enfiler ses vêtements de sport. C'est très spécifique. Ouais, et là, je dois avouer que j'ai eu un vrai moment de scepticisme en lisant ça. Franchement, boire un verre d'eau et se brosser les dents, c'est censé être la clé de la réussite. Ça paraît fou. Ça paraît presque absurde face à la complexité de nos vies professionnelles ou familiales, quoi. Genre, mon boss me met la pression, mais c'est pas grave, j'ai bu mon verre d'eau. C'est une réaction très légitime. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça semble hyper trivial. Mais ce qui se joue à cet instant ultra précis, c'est de la pure physiologie. L'objectif, c'est pas de trouver une vertu magique au dentifrice à la menthe, tu vois. J'espère bien. Ce qu'on cherche à créer, c'est ce qu'on appelle un élan, un momentum.
Au moment précis où le cortex préfrontal, donc la zone du cerveau responsable de la volonté, des décisions complexes et de la vision à long terme, il est encore en plein brouillard. Il dort encore, quoi. Exactement. Il est victime de ce qu'on nomme l'inertie du sommeil. Donc, si je comprends bien, on contourne le cerveau paresseux par le mouvement physique pur. C'est l'idée. Prends le grand verre d'eau, par exemple. Après 6 ou 8 heures de sommeil sans aucun apport hydrique, le corps est en état de déshydratation légère. Ah oui, c'est logique. Or, cette déshydratation, elle se manifeste par une sensation de fatigue intense. Et le truc, c'est que le cerveau interprète ça à tort comme un manque de sommeil. Ah, il se dit j'ai encore sommeil alors qu'en fait j'ai juste soif. Voilà. En s'hydratant massivement et instantanément, on relance le métabolisme. Le mouvement vers la salle de bain, l'eau fraîche sur le visage, ça fait passer le corps d'un état végétatif à un état actif. Et le fameux NMR remonte. Exactement, il monte à 4 ou 5 sur 10. Et à ce niveau d'éveil physiologique, la discipline nécessaire pour pas retourner sous la couette devient beaucoup moins douloureuse. En fait, on a piraté notre propre inertie. D'accord, je comprends beaucoup mieux la mécanique derrière. On a vaincu la torpeur, on est debout, l'élan est créé. Mais se lever tôt juste pour le plaisir de se lever tôt, ça mène pas bien loin, quoi. C'est sûr que si c'est pour scroller sur son téléphone sur le canapé, C'est ça? Comment on utilise ce temps gagné pour réellement se transformer? C'est là qu'intervient cette citation de l'entrepreneur Jim Rohn, qui sert vraiment de pilier à toute la méthode. Le niveau de succès d'une personne dépasse rarement son niveau d'épanouissement personnel. cette phrase, c'est le cœur du réacteur du livre. Ouais, Elle signifie que le succès, c'est pas quelque chose qu'on poursuit en courant après, c'est quelque chose qu'on attire par la personne que l'on devient. c'est profond ça. Si tes compétences émotionnelles, intellectuelles et physiques stagnent à un niveau 4 sur 10, tu pourras pas maintenir un niveau de succès à 8 ou 9 sur 10. Ça va finir par s'effondrer. Logique. La routine matinale sert donc exclusivement à ça, à élever ce niveau de développement personnel avant que le reste du monde ne se réveille et ne réclame ton attention. Et pour structurer ce développement, Hal Elrod propose une vraie boîte à outils, les fameux Lifesavers. L'acronyme magique. Ouais. S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice physique, R pour reading, donc la lecture, et S pour scribing, l'écriture. Ce qui frappe, c'est vraiment l'insistance sur la puissance de l'accumulation avec ces outils. L'effet cumulé. Par exemple, lire seulement 10 pages chaque matin, ça semble dérisoire sur le moment, mais à la fin de l'année, ça représente 18 livres de non-fiction assimilés. 18 livres! C'est énorme en termes d'avantages compétitifs et intellectuels. Et la postface psychiatrique d'Éric Charles est particulièrement éclairante sur ces outils précis. Il confirme qu'il s'appuie sur des principes thérapeutiques validés. C'est pas juste des trucs inventés au pif. Par exemple, pour le silence. Le silence, par exemple, c'est pas juste l'absence de bruit. C'est une pratique de méditation ou de pleine conscience qui réduit drastiquement le niveau de cortisol. L'hormone du stress. Oui. Et ça calme ainsi l'hyperactivité mentale dès le saut du lit. Mais du coup, qu'en est-il des affirmations et de la visualisation? Parce que je te cache pas qu'on a parfois l'impression que c'est un peu New Age, tu vois, de se répéter des phrases devant son miroir comme dans les films. Ah oui, le fameux « je suis un tigre, je vais tout déchirer ». C'est ça. Attends, l'effet Pygmalion dont parle le livre, c'est bien l'idée que nos croyances finissent par créer notre propre réalité. C'est ça. L'effet de Pygmalion ou la prophétie autoréalisatrice, ça démontre scientifiquement que nos attentes influencent nos comportements de manière subconsciente. Ok. Si tu visualises et affirmes les actions précises que tu dois accomplir, pas juste des trucs vagues, mais des actions précises, tu crées de nouvelles connexions neuronales. Tu familiarises ton cerveau avec la réussite de ces actions. Et pour le dernier S, le scribing. L'écriture. C'est tout aussi fondamental. Coucher ses pensées sur le papier, ça force le cerveau à organiser l'information de manière linéaire. C'est une technique redoutable pour briser la boucle des fameuses 50 000 pensées répétitives dont on parlait tout à l'heure. Écrire, ça permet de clarifier l'anxiété et de structurer ses objectifs de manière tangible. Mais ok, tout ça mis bout à bout, je me mets à la place de quelqu'un qui écoute ça en ce moment. Ouais. Ça a un côté camp d'entraînement très, très rigide. Il y a 6 étapes à cocher tous les matins. S-A-V-E-R-S. Est-ce qu'on risque pas de devenir des espèces de petits robots de la productivité? Il y a une vraie peur du burn-out, de la routine, à s'imposer un tel cadre militaire, non? C'est un risque, oui, mais seulement si on prend la méthode comme un dogme strict, ce qui n'est pas du tout l'intention de l'auteur. Le modèle est pensé pour être entièrement malléable. Ah, on peut l'adapter?
Bien sûr. Hal Elrod explique lui-même qu'à une certaine période, il a réduit presque tous les savers à quelques minutes seulement, juste pour consacrer 1 heure entière à l'écriture de son livre. Le format doit s'adapter à la saison de ta vie. Donc c'est pas une to-do list punitive qu'on doit subir. Non, pas du tout. L'enjeu véritable, c'est de nourrir ce qu'il appelle le modèle PIS, les dimensions physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. Que tu fasses du yoga pendant 20 minutes ou que tu lises pendant 10 minutes, l'ordre et la durée importent peu en soi. Le but, c'est juste de cocher ces 4 dimensions. Ce qui compte, c'est de sanctuariser un temps d'équilibre intérieur, de se remplir soi-même avant de se vider dans les exigences de la journée. Le travail, les emails, les enfants, les bouchons. Ces temps sanctuarisés, ça nous amène directement au grand défi de la mise en pratique. Parce que comprendre intellectuellement la mécanique des savers, c'est une chose. On a tous compris. C'est la théorie. Voilà. Mais changer ses habitudes et surtout s'y tenir sur la durée, c'est le vrai test. Le livre propose un défi d'intégration sur 30 jours, découpé en phases très claires. Les fameuses 3 phases. Ouais. La première dizaine de jours est décrite carrément comme insupportable. Ça donne envie. Grave. La deuxième dizaine est vue comme inconfortable, avant d'atteindre enfin la troisième phase où cela devient, selon lui, irrésistible ou naturel. Cette chronologie de 30 jours, elle est nécessaire pour l'ancrage neurologique. Il faut du temps au cerveau pour qu'une nouvelle habitude passe d'une action consciente et hyper coûteuse en énergie. La phase insupportable, donc. Voilà, à un automatisme géré tranquillement par les ganglions de la base dans le cerveau. L'auteur suggère d'ailleurs fortement de s'associer à un partenaire de responsabilisation pour traverser cette première phase insupportable. C'est le pote qu'on appelle à 6 heures du mat. Exactement. Savoir que quelqu'un d'autre se lève en même temps que nous, ça ajoute une pression sociale positive qui est extrêmement efficace. Sauf qu'il précise bien, et c'est très malin de sa part, que si on trouve personne pour le faire avec nous, on n'a pas le droit d'utiliser ça comme excuse pour repousser le démarrage. Pas d'échappatoire. Mais soyons réalistes 2 minutes. On sait comment fonctionne la nature humaine. Pour ceux qui nous écoutent, on est tous pareils. Le jour 1, on est gonflé à bloc, on a acheté un beau carnet, des nouvelles baskets fluo. On est prêt à conquérir le monde. C'est ça. Et le jour 4, l'alarme sonne, il pleut à torrent dehors, il fait nuit, et là notre cerveau trouve une excuse philosophique brillante pour justifier qu'on reste sous la couette. Toujours. Comment l'auteur justifie ce paradoxe? Que de s'imposer une telle contrainte, une telle rigueur matinale à 5 heures ou 6 heures du mat', c'est censé nous apporter de la liberté. J'ai l'impression que c'est tout l'inverse, que c'est une prison qu'on se construit soi-même. C'est une super réflexion. C'est le paradoxe central de toute philosophie de la réussite. Et il faut absolument redéfinir ce qu'on entend par le mot liberté ici. C'est-à-dire Souvent, on confond la liberté avec l'absence de contraintes immédiates. faire ce qu'on veut quand on veut. Moment. Mais en réalité, à ce moment hyper précis, on est l'esclave de nos émotions passagères et de notre fatigue. On cède à l'impulsion. On choisit la facilité. Et à long terme, cette absence de discipline nous maintient dans le club des 95%, dans des vies professionnelles ou personnelles qu'on finit par subir totalement. Donc, si je te suis, choisir le confort immédiat, c'est sacrifier sa vision à long terme. C'est sacrifier sa vraie liberté. Exactement. La véritable liberté, telle qu'elle est définie ici par Elrod, c'est la capacité de concevoir une vie idéale et d'avoir le pouvoir d'exécution nécessaire pour la construire. C'est fort. C'est la capacité de choisir sa destination finale. Or, cette liberté d'action, elle s'achète avec une monnaie unique. La discipline quotidienne. La contrainte que l'on s'impose volontairement le matin, elle crée l'espace et l'énergie mentale nécessaires pour ne plus être la victime des circonstances le reste de la journée. Ce qui nous amène naturellement, et c'est vraiment le point d'orgue de tout ça, à la conclusion profonde du livre. Au chapitre 12, une idée qui agit comme un point de convergence pour tout ce dont on vient de parler. Le fameux message final, Aujourd'hui est le jour le plus important de notre existence. Point. c'est un concept puissant. Tellement. On a toujours cette illusion super réconfortante que demain sera plus propice, tu vois. Qu'on aura plus de temps la semaine prochaine ou plus d'énergie le mois prochain. Le fameux « je m'y mets lundi Ouais, le syndrome de la rentrée. Mais si l'on ne prend pas l'engagement aujourd'hui, à l'instant même, de devenir la personne capable de créer la vie de ses rêves, quelle garantie a-t-on que demain sera différent d'hier ? » La réalité implacable, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Aucune. Le demain idéal, il n'existe pas dans la réalité. Il n'existe que dans notre cerveau pour nous rassurer. C'est ça. Il n'y a que le présent. La médiocrité, finalement, c'est simplement le résultat d'une longue série de refus de s'améliorer dans le moment présent. C'est juste ça.
c'est une succession de petits renoncements. Exactement. C'est pourquoi la réflexion finale du livre, ce chapitre 12, est une véritable invitation à changer de perspective de manière radicale. Il faut imaginer que votre prochain réveil ne soit plus du tout une lutte physiologique ou la continuité de vos échecs passés. Mais quoi alors? Imaginez que cette sonnerie, ce fameux bruit insupportable à 6 heures, ce soit simplement la toute première page blanche du reste de votre vie, l'opportunité de devenir aujourd'hui cette personne à la hauteur de vos rêves. C'est un choix de chaque instant. Soit on continue de subir ce fameux rétroviseur, englué dans nos habitudes et nos angoisses, soit on décide de prendre le volant en pleine conscience pour définir notre trajectoire. Une fois pour toutes. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.